Bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO Le Monde Informatique dédié à l'IA. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui à un cas bien pratique de l'IA pour mesurer l'exposition au risque. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Abid Samali, qui est responsable de tout le domaine data et IA chez Cognizant. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors juste, est-ce que vous pouvez nous resituer en quelques mots l'activité de Cognizant? Bien sûr, Cognizant fait partie des top 10 des sociétés de services et de conseil dans le monde. Nous sommes cotés dans le marché américain. Nous sommes identifiés comme une société présente à l'international avec un siège social aux États-Unis. Vous, personnellement, vous venez du domaine banque-finance. Vous avez une expertise particulière dans ce domaine? Oui, tout à fait. Enfin, la particularité, c'est que je viens d'abord du domaine de la banque et de la finance et de l'assurance. Et puis après, je me suis, comme pas mal de gens, intéressé énormément au domaine de l'IA et de la data. De toute façon, la data, elle était présente partout, quel que soit le domaine. Elle fait partie du métier. Elle fait partie du métier. Et voilà, aujourd'hui, je bénéficie de cette double compétence, voire même triple compétence. Alors, justement, avec cette triple compétence, comment vous voyez ce secteur de banque-finance impacté par l'IA? Le secteur banque-finance, je rajouterai également l'assurance, est fortement, bien évidemment, impacté par l'IA. Sur la plupart des métiers de la banque, de la finance et de l'assurance, les 4 thèmes dans lesquels on voit aujourd'hui un impact sont les suivants. La partie opération clientèle. Il y a beaucoup de choses à automatiser, certains aspects C'est la relation client, l'expérience client? C'est l'expérience client, ce qu'on appelle l'opération client, ça veut dire les opérations de closing de crédit ou les opérations de contact direct. Il y a aussi les opérations liées à tout ce qui est software engineering, tout ce qui touche à l'IT dans l'IT. Aujourd'hui, dans le monde, 46% des codes est généré par l'IA. C'est-à-dire que demain, on aura des machines qui codent. Il y a aussi l'aspect marketing. Toute cette campagne de communication, récupérer vraiment le ressenti client, adapter une campagne à une population. Tout ça, le domaine IA pourrait participer. On est vraiment dans l'analyse de données, là. Exactement. Et prédictif aussi. Tout à fait. Et puis le dernier domaine qui est la partie risque et compliance. Comme on le sait, la banque, finance, assurance sont des domaines extrêmement régulés. Ils ont subi comme une vague de régulation assez importante après la dernière crise. Et cette régulation, elle est lourde. Et aujourd'hui, l'impact de l'IA et l'aide de l'IA pourrait être une grande valeur ajoutée pour les structures financières pour améliorer ce process-là. C'est aider à mesurer l'exposition au risque, c'est ça en fait? Alors, pas que, mais si on prend par exemple l'idée d'être exposé au risque, il y a pas mal d'aspects. Je prendrai un en particulier, mais j'aurais pu en prendre plusieurs. L'aspect, par exemple, l'exposition au risque de crédit. Cette exposition au risque de crédit, elle est mesurée par ce qu'on appelle le risk weighted asset, ça veut dire la pondération au risque par rapport à notre exposition. Alors, il y a un intérêt pour la banque et aussi pour le client, en fait. C'est double intérêt de la mesure de ce risque. Alors, c'est intéressant. Cette question, je la trouve très intéressante parce qu'il y a quelques années, dans le cadre de la réglementation BAL 3, en fait, le régulateur s'est penché sur la question suivante. Comment je pourrais aider le tissu économique de la zone euro? Et pour ce faire, il a proposé aux banques une économie de cet indicateur que je viens d'expliquer dès qu'ils identifieraient des petites et moyennes entreprises. Parce que le tissu économique est composé d'à peu près 70%. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est à peu près dans cette zone-là. Et pour ce faire, il demande aux banques de bien les identifier. Pour l'identifier, on a besoin de données. Et ces données-là pourraient être exploitées au-delà d'un aspect tout simple pour identification, mais pourraient être également utilisées pour l'optimisation de cette exposition au risque. Vous parlez justement, donc l'analyse est faite à partir de données. Quelle est la problématique qui se pose pour les banques, justement, d'analyse de ces données, peut-être pour ressortir cette mesure de risque? Quelle est la problématique? Alors, l'enjeu des institutions financières est beaucoup plus large que ça. Mais en tout cas, si on prend de cette pointe de vue-là, aujourd'hui, on est exposé à ce qu'on appelle les datas sans siloter. Bien évidemment, il y a eu des investissements pendant la BCB 239, qui était la plus grande réglementation impactant ce domaine-là et qui est liée à la data en termes de centralisation des données. Néanmoins, la centralisation ne veut pas dire utilisation
entre les différents silos. Et les silos demeurent malgré les data lakes qu'on a pu construire. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, même l'approche qu'on pourrait identifier aujourd'hui comme l'approche data as a product accentue un petit peu ce phénomène-là s'il n'est pas pris sous le dogme collaboration entre les différents, on va dire, owners de la data au sein d'une institution financière. Alors comment l'IA peut justement aider à peut-être pas briser les silos, mais faire le pont entre les silos, voire même alimenter l'analyse de risque par toutes les données, voire de nouvelles données. Quel est le rôle de l'IA là, dans ce traitement des données? Alors, le rôle de l'IA pourrait être vu sous plusieurs aspects. En fait, le premier aspect, c'est que tout le monde aujourd'hui parle de l'IA. On sait quelle est la valeur de l'IA, on sait quelles sont les valeurs des LLM, et du coup, on penche sur cette question-là depuis longtemps. Un facilitateur, un enabler, dans le sens où lorsqu'on veut identifier un use case, on a besoin d'identifier où se trouvent les données. Et la plupart des cas, ils se trouvent dans plusieurs silos. Ils ne sont pas centralisés dans un seul endroit. Dans le deuxième aspect, c'est on a besoin d'exploiter ces données-là pour entraîner l'IA, surtout dans des modèles qui sont spécifiques. Et dans ce cas-là, on est obligé de les ramener tout ensemble pour qu'on puisse voir des patterns. Et le troisième aspect, c'est dans la génération de valeur. Une fois on a structuré ces données-là, la valeur que l'IA pourrait générer peut servir les différentes lignes de métier en fonction du cas qu'on a choisi. Si on s'attarde un petit peu sur le cas que j'ai expliqué sur l'optimisation de RWA, en réalité, les données qui étaient utiles se trouvaient à la fois dans différentes chaînes de métiers parce que le crédit, elle est à la fois donné par la banque de détail, il est donné par la banque d'investissement, il est utilisé comme outil dans d'autres wealth management, etc. Et on a besoin d'exploiter les données qui pourraient être soit des données externes, soit des données qui se trouvent dans des endroits où on n'a pas pu les rapatrier pour pouvoir identifier la bonne typologie de contrepartie. En réalité, on est obligé d'utiliser certaines données comme, là je simplifie un petit peu, comme le chiffre d'affaires d'une entreprise pour estimer sa taille, la taille de son bilan pour également donner un ordre de grandeur, et c'est cet ordre de grandeur-là qui permet de distinguer la petite entreprise de la moyenne, de la très grande. Pour ce faire, en fait, il fallait d'abord commencer par ce qu'on appelle un proof of concept. Ça veut dire mesurer est-ce que ce use case-là aurait pu avoir de la valeur ajoutée. Et du coup, on a ramené autour de la table nos experts, les experts de l'IA, pour pouvoir identifier où se trouve la donnée. Et ça, on avait de la chance parce qu'on avait aussi cette expertise risque. Quels sont les aspects qu'on va challenger dans la mesure du risque, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, jusqu'à identifier avec la méthode Kaizen, c'est-à-dire on identifie cas par cas jusqu'à identifier le bon cas. Et le bon cas qui a été identifié, c'était de zoomer vraiment sur le risque de crédit jusqu'à identifier une faille. Et cette faille-là, c'est qu'on n'avait pas assez d'informations pour identifier les petites et moyennes entreprises. Et c'est là qu'on se penche sur quel est le moyen de rapatrier ces données, comment l'IA pourrait contribuer et quelles sont les difficultés où l'IA pourrait nous aider à résoudre. À résoudre. Là, on est sur du cas concret. Vous n'êtes pas en train de nous parler de projections. C'est des choses qui sont mises en place aujourd'hui dans les banques. Ah oui, tout à fait. Là, je pars d'un cas qu'on avait réalisé et qui a généré aussi une valeur ajoutée. Alors justement, quelle valeur ajoutée, quels sont les gains pratiques et tangibles en fait, de ce genre de démarche? Alors, les gains sont, la plupart du temps, on mesure les gains sous forme de chiffres, mais là, je vais le mesurer à la fois sous forme de chiffres, mais également sous forme d'autres aspects. En réalité, en apportant ces données-là, on améliore la qualité du reporting de la banque. Le reporting de la banque vis-à-vis de la Banque centrale européenne. D'accord. Ça, c'est le premier aspect. C'est l'aspect vertueux pour la banque elle-même, quoi. Exactement, c'est pour la banque elle-même. Le deuxième aspect, c'est qu'on ramène des informations et des données pour pouvoir servir d'autres chaînes. Là, j'ai parlé de la chaîne crédit, mais il y a aussi la chaîne liquidité qui est aussi importante pour une institution financière. C'est-à-dire qu'un use case va servir d'autres use cases. Tout à fait, tout à fait. Là, je parle généralement, on parle d'une scalabilité technique. Là, je parle aussi d'une scalabilité fonctionnelle. Parce qu'on peut trouver des
éléments en commun entre les différents aspects réglementaires et les servir avec un seul use case. Et ce cas-là a servi à la fois la chaîne risque, mais également la chaîne finance. Et le troisième aspect, c'est que ces données-là, lorsqu'on les a injectées, bien évidemment, en simulation, il nous a apporté plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qu'on appelle d'économies baloises. Alors, ce n'est pas de l'argent concret, c'est une possibilité pour la banque d'optimiser son risque, c'est-à-dire un potentiel pour l'ensemble du business line de s'engager davantage vis-à-vis d'opérations de crédit. D'accord, on a de meilleurs indicateurs en fait, Tout à fait. On est mieux noté entre guillemets. Exactement. Deux petites réflexions, juste la première c'est vous parliez du Kaizen, ça me fait penser au Lean, c'est-à-dire qu'il faut aussi mettre en place une méthodologie qui accompagne ce processus et juste en quelques mots l'aspect Kaizen des choses. Bien sûr. En fait, l'aspect Kaizen vient pour résoudre le problème suivant. On a un certain nombre d'idées. Quelle est la valeur de ces idées-là? À quelle échéance elles peuvent la ramener? Comment on pourrait résoudre la priorisation entre les différents cas? Lorsque vous avez un ou deux use cases, ça se passe très bien. Mais lorsque vous en avez 200 ou 1000, il faut bien évidemment mesurer la valeur ajoutée de chaque use case. Aujourd'hui, dans le marché, et je n'ai pas d'études sur ce sujet-là, mais c'est plus un retour client, on parle pour un investissement d'1 €, un retour de 1 €. Ce qui fait qu'il faudrait que cette démarche-là soit la plus généralisée possible pour estimer la valeur derrière chaque use case. Autre point, c'est le rôle de l'humain. C'est-à-dire que là, on est dans l'automatisation, on parlait de l'IA. Est-ce que où l'humain intervient-il encore? Je poserai un petit peu cette question. Alors, je la trouve très intéressante et c'est une remontée qu'on a assez régulièrement. Dans la phase 1, pour apprendre à la machine de résoudre ce problème-là, on avait besoin d'un retour humain à 100%. Mais on avait identifié qu'il y a un seuil qu'il faudrait impérativement impliquer l'humain. Alors, le seuil qu'on a identifié, c'est 99%. C'est-à-dire, lorsque l'IA ramène un cas qui est supérieur à 99%, je fais confiance à l'IA. Mais lorsqu'il est inférieur à 99%, j'utilise un process humain. On a besoin du contrôle. Exactement. En fait, le retour de l'IA est soumis à un process humain. Lorsque je dis humain, c'est vraiment différentes chaînes de valeur qui valident le retour de l'IA. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le feedback loop. Désolé, je n'ai pas le terme en français. Une boucle rétroactive. La boucle de réapprentissage qui, elle, a permis en fait à chaque fois qu'un humain interagit avec le retour d'IA, en fait l'IA a réappris. Ce qui fait qu'elle ne soumettrait plus le même cas à l'humain. Du coup, cette interaction a été hyper élevée au début, mais elle a baissé au fur et à mesure du temps. Comment passe-t-on ces projets à l'échelle? Vous avez parlé de la méthode Kaizen, je dirais même c'est quasiment un esprit Kaizen. Est-ce qu'il y a d'autres, je dirais, bonnes pratiques pour passer ce genre de projet d'IA à l'échelle? Est-ce que c'est une problématique vraiment globale, de stratégie globale et de gouvernance globale? Alors, pour passer à l'échelle, je ne veux pas seulement le traiter sous l'aspect purement technique, je veux aussi le traiter sous l'aspect organisationnel. Organisationnel dans le sens, comment peut-on répondre à la question suivante? Quel est le moyen qui existe au sein de la structure financière pour avoir une gouvernance dédiée à tout ce qui est algorithme aux réponses de l'IA? Ce que j'appelle, moi, en fait, derrière l'IA responsable, ou aujourd'hui, c'est s'inscrit dans le cadre de l'AIA Act. Tous ces aspects-là, on est obligé d'avoir une réponse avant de, on va dire, se pencher sur la scalabilité. Sur la scalabilité technique, bien évidemment, il y a énormément de challenges. Il y a des challenges en termes de disponibilité des données. Il y a un challenge en termes de sécurité. Il y a un challenge en termes d'interopérabilité. Il y a un challenge en termes d'utilisation de la capacité des hyperscalers, voire même du cloud interne. C'est très consommateur en termes de capacité de calcul. Tous ces challenges-là doivent être adressés en fonction du cas, en fonction de la situation, mais évidemment en lien avec la gouvernance, afin qu'on puisse scaler. Je voulais juste citer quelques exemples. En fait, le scaler, c'est également avec l'aide de métiers. Parce que mettre en place des solutions aussi coûteuses,
sans qu'elle puisse avoir un vrai cas d'usage, ça serait une dépense inutile. Il faudrait que le métier embrasse en quelque sorte la solution. Il faut que le management facilite l'insertion de l'IA dans les différentes chaînes de métier parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule chaîne, c'est transversal. Et de fait, il faudrait qu'il y ait aussi un accompagnement dans ce sens-là pour que le métier puisse utiliser l'IA tous les jours et surtout capitaliser sur la capacité de l'IA. En fait, on revient à des stratégies data, je dirais, un peu classiques, et des problématiques aussi d'architecture. Vous parlez d'architecture cloud ou d'architecture d'environnement hybride, parce qu'on est en plein dedans. En fait, à la fois ces problèmes et puis ces projets se mènent de front avec des use cases, des process, une gouvernance. Enfin, c'est pas qu'une transformation technologique, quoi. Non, du tout, du tout. Je la vois comme un triangle de bien évidemment la transformation technologique, les process et l'humain qui doit aussi driver ça pour qu'on puisse avoir le succès attendu. Le mot de la fin, c'est justement tous ces projets de transformation autour de l'IA remettent aussi l'humain au centre. Tout à fait. Très bien, merci Abid pour cet éclairage et ce témoignage, ce cas bien concret de l'IA appliqué au métier, en l'occurrence à l'exposition au risque. Merci à vous. Olivier. Et nous, on se donne rendez-vous pour la suite de ce grand théma si évolution informatique dédié à l'IA.